Et puis on va pouvoir continuer donc, cette deuxième partie de matinée, s'il vous plaît. Voilà, si tout le monde peut regagner sa place, c'est parti. Et puis, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, là c'est M. Bensoussan qui va prendre la parole, donc pour mémoire, anesthésiste réanimateur, Soleil Evin, formateur à l'hypnose sur le DU à Lille, et qui là va prendre la parole pour évoquer l'hypnose et le mouvement. Bonjour à tous, évidemment je remercie les organisatrices de cette journée de m'avoir invité. Alors moi je suis donc, on l'a dit, je suis médecin anesthésiste réanimateur et je suis formé à l'hypnose depuis 23 ans. Oui, je ne suis pas tout jeune, ça se voit. Et en fait je me suis intéressé à l'hypnose tout simplement parce qu'à l'époque je m'occupais essentiellement de réanimation chirurgicale et quand on fait de la réanimation, on n'a pas tellement contact avec les patients. On a des contacts avec les familles, mais qui ne sont pas des contacts de très bonne qualité parce que tout le monde est sous pression, tout le monde est dans l'hyper-émotion, etc., etc. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer des collègues qui avaient été formés à l'hypnose, qui m'ont vanté les mérites de cette formation et donc je m'y suis intéressé. Alors mon premier terrain de jeu en hypnose, ça a été les maternités. Donc j'ai vraiment travaillé pas mal d'années et je travaille encore en maternité, donc c'est des choses qui m'ont intéressé. J'ai évidemment introduit l'hypnose au bloc opératoire, sous différentes formes, pour différents types d'interventions, etc. Et puis, j'ai ouvert une consultation de prise en charge de la douleur chronique, mais uniquement par les séances d'hypnose. Donc les patients qui venaient à cette consultation savaient qu'ils venaient pour faire de l'hypnose. Et donc, ce n'était pas une consultation de la douleur habituelle. Et dans le cadre de cette consultation de douleur chronique, je me suis rendu compte qu'en fait, l'aspect rééducation était souvent problématique. C'est-à-dire qu'il était, de mon point de vue, mal géré. On avait très souvent de la kinésiophobie, des gens qui n'osaient plus bouger parce qu'ils avaient l'impression que s'ils bougeaient, ils allaient se faire encore plus mal. Et en fait, en bougeant moins, ils se faisaient encore plus mal. Donc quelque chose n'était pas très satisfaisant dans ce domaine. Alors je me suis dit, j'allais travailler sur un plateau technique de rééducation. C'est-à-dire qu'en fait, j'allais le midi, au lieu d'aller manger comme tout le monde le sait, je passais sur le plateau technique de rééducation de la clinique et j'allais travailler les techniques pour des patients qui avaient des mobilisations douloureuses. Et donc, on a progressé, le kiné et moi, tous ensemble. On a fait vraiment des dizaines et des dizaines de séances. Pour moi, ça avait un avantage, c'est que ça m'évitait d'aller au self. J'étais beaucoup plus mince que maintenant. Mais bon, ça, c'est un avantage, un effet secondaire, on va dire. Et donc, je me suis intéressé à cette idée du mouvement. Et je me suis intéressé donc à la fois sur le plateau technique, mais aussi, ça m'a donné des idées pour savoir ce que je pouvais faire moi aussi en consultation avec mes patients, puisque tous les patients n'étaient pas hospitalisés, ne bénéficiaient pas du plateau technique. Alors, on va regarder la diapo. Donc, un des paradoxes de la douleur, évidemment, on sait bien, on semble la comprendre, la connaître, mais en fait, elle est fondamentalement insaisissable car il s'agit de la douleur de l'autre. Et on n'a jamais mal à la douleur de l'autre. C'est une situation dans le lieu, c'est une situation que tout le monde peut se faire, évidemment. Et donc, ce qui est important dans cette réflexion, c'est que ça nous amène à ce que disait Sophie, et à ce que vous dites tous depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est la relation. Et que dans ces consultations de la douleur, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne relation avec le patient, d'installer cette relation. Et cette relation, elle va être ce qui va nous permettre aux patients et aux thérapeutes d'entrer dans l'hypnose ensemble, et donc après d'entrer dans l'imaginaire, et donc après d'entrer dans la recherche de solutions. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental, parce que, alors je dis toujours, moi je fais des malades d'occasion. Les malades ont déjà consulté des rééducateurs, des chirurgiens, des alvéologues, des psychologues, des psychiatres, etc., etc. Et ça me rappelle toujours, dans mes formations d'hypnose, on m'a donné plein de définitions d'hypnose. Chaque fois que vous aurez un livre d'hypnose différent, vous avez une définition différente. Quand j'ai été formé à ma première formation d'hypnose, j'ai eu entre autres un professeur belge qui s'appelait Thierry Melchior, qui était un professeur de psychologie, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Créer le réel.
Et la définition que Thierry Melchior nous a donnée d'hypnose m'est toujours restée. Il disait, l'hypnose, c'est autrement. C'est tout. Et en fait, c'est ça. Quand on voit des patients qui ont été soit médicamentés, soit qui ont déjà eu des rééducations, qui ont déjà eu plein de choses, si je fais comme les autres, j'ai aucune chance d'apporter quelque chose. Parce que mes médicaments, de toute façon, sont les mêmes. La prescription d'une rééducation pour une épaule, c'est la même, etc., etc. Donc l'idée, dès le départ, pour moi, c'est de faire autrement. Et c'est d'autant plus important pour cette catégorie de malades-là, que souvent, ce sont des malades qui sont dans une impasse thérapeutique. La douleur est toujours là, la mobilisation est toujours difficile, la douleur fantôme est là, etc., etc. Et souvent, ces patients se sont entendus dire, ben voilà, on ne peut plus rien pour vous. Et c'est dramatique pour eux parce que difficile d'aller mieux quand on a entendu ce genre de réflexion. Je vais vous donner un exemple, par exemple, qui est un colonel de l'armée française qui a 78 ans, qui porte très bien, mais c'est un tout petit bonhomme, très dynamique, très nerveux, etc. Et il vient me voir après des mois après une intervention d'arthrodèse du rachis, une arthrodèse ou une mini-arthrodèse, ça fait 3 niveaux. Et donc avant d'être opéré, il avait très mal, il a été opéré, pendant 3 semaines ça a été bien, et puis les douleurs sont revenues, et elles sont revenues beaucoup plus importantes qu'avant l'intervention. Donc il va retourner vers le chirurgien va regarder la radio de contrôle, et réflexion du chirurgien, monsieur, la radio est parfaite, je ne peux plus rien pour vous. Et le patient me dit, à la consultation, dès le départ, il me dit, la réflexion du chirurgien m'a fait plus mal que ma douleur. Donc vous voyez cette composante-là de la douleur qui est vraiment très, très importante. Et est-ce qu'il faut abandonner ce patient? Parce que finalement, est-ce que moi je vais pouvoir faire mieux ou pas? Au départ, j'en sais rien. Mais par contre, est-ce que je peux construire avec ce patient quelque chose qui va lui apporter quelque chose? Là, peut-être. Et on parlera de ce cas clinique après. Donc voilà, c'est cette idée-là, pour moi, c'est de pouvoir faire autrement avec ces patients qui, encore une fois, ont déjà été traités de nombreuses fois. Je vous répète la définition de la douleur, parce qu'il faut quand même l'avoir en tête, selon Price, c'est l'une des définitions qu'on utilise le plus. Donc la douleur, c'est une perception somatique qui comporte une sensation corporelle possédant les critères énoncés lorsqu'un tissu est lésé, un vécu de menace associé à cette sensation, un sentiment de déplaisir ou toute autre émotion négative s'appuyant sur ce vécu de menace. Alors c'est une des 2 définitions de Price, qui en a donné une autre, mais vous voyez que c'est intéressant. Pourtant la définition de l'hypnose de Melchior, c'est simple, hein. L'hypnose c'est autrement. Ici, on a plein de possibilités. On ne sait pas, c'est pas sûr, c'est une perception, c'est un sentiment, ça va mêler beaucoup de choses. En fait. Et effectivement, dans la douleur, il va y avoir plein de composantes. Bien sûr, il y a la composante classique, sensoridiscriminative, mais il y en a plein d'autres. Il y a des composantes émotionnelles, comportementales, il y a des composantes culturelles, religieuses, etc., etc. Et c'est aussi à tout ça qu'il faudra s'intéresser. Parce que la plupart du temps, on s'est intéressé à la composante sensoridiscriminative. C'est une composante importante, surtout dans la douleur aiguë. Mais plus la douleur va être chronique, et moins cette composante va être importante. C'est ça qui est assez surprenant. Et donc, il faut garder en tête cette définition un peu compliquée de la douleur, qui est assez imprécise, mais qui nous permet quand même de pouvoir imaginer qu'il va y avoir plein de choses à faire. On va changer. Alors, l'expérience de la douleur, nous dit Price, n'est jamais un événement sensoriel isolé, qui arriverait sans influence, d'une part d'un contexte donné, d'autre part d'une signification qui lui est associée. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'important. Dans le cadre de la pratique de l'hypnose, on doit tenir compte du contexte d'apparition, du contexte de vie du patient, du contexte de soins. Je dis toujours, quand je fais des formations, et je change de sujet, je parle du diabète. Madame Bettencourt, qui était la femme la plus riche de France, qui avait du diabète, elle avait un cuisinier, elle avait un infirmier chez elle, elle avait un médecin chez elle. Moi, je travaille dans les corons, et dans les corons, il n'y a pas tout ça, et on mange des pommes de terre et on boit de la bière. Et par conséquent, le diabète ne s'équilibre pas de la même façon. Et donc, si on ne tient pas compte de ce contexte,
Eh bien, d'abord, on va être nous-mêmes en échec, bien sûr, mais le patient aussi va être en échec. Donc, on va devoir accepter peut-être encore une certaine tolérance, etc., etc. Et donc, c'est ce côté humain dont on parle depuis ce matin qui est vraiment important, c'est-à-dire de s'intéresser au patient en tant que personne, mais au patient dans son contexte aussi à lui. Alors, toujours avec Price, la douleur est imprégnée d'une croyance, d'une attention, d'une attente, d'émotion au regard de la façon dont elle arrive, dans le cadre d'expériences, en laboratoire ou dans les circonstances, on va dire physiques, d'un stress émotionnel. Donc vous voyez, encore une fois, dans la suite des explications de Price, c'est très vague, il y a des tas de facteurs qui peuvent intervenir, et donc on est là aussi pour en tenir compte. Parce que si, encore une fois, on n'isole qu'un seul des aspects de la douleur, et là on ne va pas vraiment progresser pour notre patient. Alors, encore une fois, je reprends Price parce que c'est un personnage de base dans l'étude de la douleur. Il dit ce qui fait la douleur n'est pas la reconnaissance de sa présence, du percept que l'on ressent, donc le côté sensori-discriminatif. Car la douleur n'est finalement qu'une information parmi des milliers qui arrivent au cerveau. Sauf qu'à certains moments, cette information, elle est en avant. C'est le cas dans la douleur chronique. Ce qui explique qu'elle prend une place si importante est dû au fait que se trouve associé à cette information douleur un niveau de pénibilité important, une dimension de désagrément qui envahit le sujet jusqu'à l'insupportable. Et ce que demande le patient n'est pas véritablement qu'on lui supprime la perception de la douleur, mais bien le cortège des souffrances qui l'accompagnent. Et ça, c'est vraiment important à prendre en compte, surtout quand on s'occupe de douleur chronique. On ne s'intéresse finalement pas trop à la douleur, on va s'intéresser au contexte. Je vais vous donner un exemple clinique. Une dame de 83 ans, on vient me voir parce qu'elle a eu une fracture du poignet qui a nécessité la mise en place de 2 broches. Et au bout de 3 semaines, après cette intervention, la rééducation commence chez un kiné. Et ça ne progresse pas, et elle a toujours très mal. Et donc on lui a fait des tas d'examens, on lui a dit que ça allait peut-être être un début de ce qu'on appelait autrefois la leukodystrophie, etc. Bref, elle a atterri à ma consultation après des mois de prise en charge un peu inefficace. Et alors, donc elle arrive avec un énorme dossier, avec des IRM, avec des radios, avec tout ça, et une lettre de son médecin traitant. Et moi, je ne regarde jamais tout ça, en fait. En tout cas, pas d'emblée. Parce que ce qui m'intéresse, c'est ce que le patient va me dire, en fait, de son histoire. C'est ça qui est le plus important. Le reste, on va le découvrir après. Et donc, je lui demande de me raconter. Je lui demande de me parler d'elle. Et donc, à ce moment-là, elle me parle un peu de son mari, qui est plus âgé, qui ne veut plus sortir. Sa vie, en plus, maintenant, il vit à la campagne, il n'ose plus conduire ni l'un ni l'autre, etc., etc. Et puis, on va quand même, au bout d'un certain temps, faire une première séance d'hypnose dans laquelle je vais lui rappeler le souvenir de mouvements qu'elle a pu faire avant, etc., etc. Puis, ce premier rendez-vous se termine, on fixe un rendez-vous 15 jours après. Et lorsqu'elle revient 15 jours après, elle me dit, vous savez, je suis venue, mais c'est simplement pour vous dire que je ne suis pas contente de votre premier rendez-vous. Je dis, vous auriez pu me téléphoner, ça aurait été plus simple. Mais elle est venue, car je lui dis, qu'est-ce qui ne vous a pas plu? Elle dit, en fait, vous m'avez parlé de plein de choses, mais vous n'avez même pas regardé mes radios. Alors je lui dis, madame, vous avez vu mon âge, moi des radios j'en ai vu plein, c'est pas là-dessus que je vois les problèmes, et c'est sûrement pas là-dessus que je vois les solutions. Elle dit, parce que même mon kiné regardait mes radios. Je dis, ouais, ben, peut-être c'est parce que c'est son boulot. Et je dis, mais dites-moi un peu, qu'est-ce que vous avez fait depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Elle réfléchit, elle me dit, ah oui, c'est vrai, je suis allé avec une amie, on est allé voir une exposition dans un village un petit peu plus loin et tout ça. Ah, je dis, kiné, vous avez dit d'aller voir des expositions? C'était pas intéressé à tout ça. Il ne savait pas que vous faisiez de la peinture de kiné. Ah, je dis, ben, moi je le savais, etc., etc. Et à partir de là, elle a compris quelque chose. Elle a compris que, d'accord, elle avait mal au poignet, d'accord, on pouvait encore faire des tas d'examens, mais on n'avait toujours pas de solution. Par contre, si elle acceptait, ben, son mari ne veut pas sortir, ben, ça fait aller avec votre copine, etc. Et on a fait 4 rendez-vous avec elle, et je lui dis, à la fin du dernier rendez-vous, je lui ai dit, bon, maintenant qu'on sait qu'on est copains tous les deux, vous revenez quand vous voulez. Donc
évidemment, elle n'est pas revenue. Mais voilà, c'est ça le lien, en fait. C'est-à-dire, en fait, on l'a sorti, on l'a fait autrement. Et elle voulait que je fasse comme les autres. Mais il faut résister à cette tentation de faire comme les autres. Et donc voilà, l'exemple qui montre l'importance de la création du lien qui est fondamentale. Et vous allez voir dans les exemples cliniques, c'est à chaque fois la même chose. On va passer. Alors, ce qui pose problème aux patients qui sont du gros chronique, qui ont du mal à se déplacer, à bouger, etc., c'est le déconditionnement physique. Alors, ça, on le sait, dès qu'on arrête de bouger, on perd ses capacités, et par conséquent, il y a un cercle vicieux qui s'installe. C'est-à-dire, plus j'ai mal, moins je bouge, plus j'ai mal. Parce que j'ai ce déconditionnement physique qui s'installe, et qui s'installe très très vite. Alors, comment on définit le déconditionnement physique? Bon, c'est une réduction de la capacité aérobie ou la consommation d'oxygène maximale, donc ça c'est très important. Dans le cas de la douleur chronique, ce déconditionnement physique est en interaction avec des facteurs psychologiques et socio-environnementaux. Et ça c'est vraiment très important. Et parfois, on en parlera dans un cas clinique tout à l'heure, parfois c'est le médecin qui est la cause du déconditionnement. Alors, le patient, oui, il a l'habitude, il bouge. Dès qu'il bouge, il est content, mais finalement, comme ça lui a fait encore plus mal après, eh ben, il ne va plus bouger. Mais en fait, le problème, c'est que, et puis dès que ça va mieux, il se remet à bouger. Je me souviens de cette dame qui me dit, en fait, voilà, la dernière fois, vous me dites toujours qu'il faut bouger, etc. Mais la dernière fois, j'ai eu une journée de calme, alors j'ai passé l'aspirateur partout. Et puis après, le soir, il est venu. Mais pourquoi vous n'avez pas passé l'aspirateur que dans 2 pièces, par exemple, vous fractionnez, puis le lendemain, un petit peu après, etc. Mais vous voyez, ce sont des solutions très pratiques, auxquelles les patients ne pensent pas, mais qui sont déjà un début d'éducation thérapeutique quand on explique tout ça. Alors, donc voilà, on va passer sur le déconditionnement. Voilà, ça c'est le schéma, mais bon, c'est pas très important, mais c'est pour vous dire, sur ce schéma, ce qu'on voit, c'est qu'on voit que le déconditionnement physique, il est lié à des facteurs d'absence de mouvement, mais également à des facteurs comportementaux, à des facteurs sociaux, etc. etc. Donc c'est très... Mais on retrouve toujours la même chose à la fin, un patient qui a de plus en plus mal parce qu'il ne bouge pas. Alors, les bienfaits de l'activité physique, bon ça... on le sait tous, hein, ça évite le diabète, l'obésité, l'hypertension, les maladies coronariennes, la dépression. Il y a des normes pour l'OMS, hein, vous savez, c'est 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée en aérobie par semaine, effectuée en période d'au moins 10 minutes. Et on peut augmenter en fonction des résultats qu'on veut avoir. Des activités de renforcement musculaire portant sur des groupes musculaires majeurs devraient être effectuées en plus 2 fois par semaine, y compris chez les personnes âgées. Ça, c'est vraiment l'entretien, parce que plus une personne est âgée, et plus le déconditionnement physique s'installe très vite. Hein. Donc, ça, c'est important. Ensuite, alors, bon, ça, on va le passer. Voilà. Alors, quels sont les bienfaits de l'activité physique sur la douleur chronique? Alors, les études nous montrent que les personnes ayant des douleurs chroniques sont sédentaires et peu actives, ça on vient de le dire. Le patient pense que l'activité physique va aggraver sa douleur, donc il la diminue. Et en fait, la remise en activité progressive va apporter des bénéfices, tant sur le plan de la douleur que sur celui de la qualité de vie. C'est pourquoi, déjà en 2013, Alain disait qu'il faut prescrire l'activité physique comme un médicament, et vous savez qu'en ce moment, on en parle de plus en plus, hein, de prescrire l'activité physique et de rembourser certains abonnements aux salles de sport, etc. Dans le cas du diabète, dans le cas de l'hypertension, etc. Voilà. Alors, maintenant, revenons à notre sujet, c'est-à-dire le mouvement. Activité physique, réadaptation fonctionnelle. Alors là, on doit toucher à quelques tabous, mais bon, on est là pour faire autrement, hein, donc on va le faire. Douleurs de la rééducation sont liées, soit parce que l'affection d'origine est douloureuse, quelqu'un qui a été opéré d'une prothèse de hanche, quelqu'un qui a une polyarthrite, quelqu'un qui a été opéré d'une arthrodèse, quelqu'un qui a une fibromyalgie, soit parce que la rééducation est douloureuse. Et je vous ai mis la phrase suivante, attention à la règle de la non-douleur
qui limite la prise en charge rééducative et va réduire le travail de rééducation à des modalités passives, par exemple le massage antalgique ou simplement la mise en place de stimulation électrique. Alors c'est vrai que les kinés, on leur apprend, et les rééducateurs, qu'il ne faut pas que leur rééducation soit douloureuse. Le problème, c'est que si on s'arrête toujours avant l'apparition de la douleur, on ne progresse pas. Voilà. Donc il faut accepter d'abord de trouver quelle est la limite au-delà de laquelle la gêne douloureuse va apparaître, et ensuite il faut travailler sur le dépassement de cette limite. Et pour ça, l'hypnose va beaucoup nous aider, on va le voir. Alors, lorsque vous avez une douleur, par exemple, au niveau du quadriceps, au niveau de la piston, l'organisme va compenser tout ça, donc il va y avoir une redistribution de l'activité physique, musculaire, à l'intérieur du muscle, à l'intérieur du membre, etc. On va passer, c'est pas ça aussi, c'est la suite de ça. Donc il y avait 5 modifications. Et on revient à cette idée de la motricité et de l'immobilité. En fait, Henri Meige, qui était un neurologue de l'équipe de Charcot en 1905, dit à propos de l'hémiplégie, c'est une amnésie motrice fonctionnelle. Voilà. Et en fait, c'est ça qui nous intéresse. C'est que, en fait, lorsque le mouvement ne se fait pas, alors je ne veux pas parler de l'hémiplégie comme Meige, mais lorsque le mouvement, d'une façon générale, ne se fait pas, en fait, il est oublié aussi par le cerveau. Et donc, l'hypnose nous permet de permettre aux patients de faire ce mouvement de façon virtuelle, sans cadre, mais de réactualiser au niveau du cerveau le mouvement qui ne se faisait pas. On va voir des exemples très précis. Alors, c'est bien le cas dans le syndrome du complexe régional, donc c'est ce qu'on appelait autrefois la dystrophie, le type 1 et le type 2. Et on répète, l'inactivité, phénomène auto-entretenu et auto-aggravé, est cause et conséquence de la douleur. Voilà. Donc c'est finalement, dans bien des circonstances, on ne va pas travailler sur le membre, mais on va travailler sur le cerveau, c'est-à-dire sur le comportement du patient. Alors, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est bien sûr la proprioception. Alors la proprioception, vous savez, c'est maintenant le 6e sens. On avait 5 sens, maintenant on en a 6 grâce à la proprioception. Et la proprioception se divise en 2 elle-même, c'est-à-dire l'extéroception, donc comment on se perçoit de l'extérieur, mais aussi l'interoception, c'est ce que je disais ce matin avec la femme enceinte qui ressent ses contractions. Ça, c'est l'interoception. Et il faut y attacher beaucoup d'importance parce que, si vous voulez, le patient, il va falloir le remettre dans ses ressentis. Ça, c'est vraiment très important. Remettre le patient dans ses ressentis, parce que finalement, dans sa douleur, dans sa gêne fonctionnelle, tout ça, ça se passe d'abord dans le corps. Donc, il ne faut pas seulement considérer qu'il y a tous les autres facteurs. Oui, ils sont là, mais celui-là, il existe aussi. Et il faut le prendre en compte, parce que si on ne le prend pas en compte, évidemment, le patient n'est pas satisfait. Donc cette proprioception, elle est vraiment importante pour nous. Dans un syndrome de type 1, par exemple de la main, l'IRM fonctionnel met en évidence une réorganisation corticale des aires primitives sensitives, dans le sens d'une rétraction de l'aire corticale de la main, qui se déplace vers la zone d'à côté, qui est celle des lèvres. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une réorganisation anatomique au niveau du cerveau. Et ces anomalies, heureusement, vont être des anomalies qui sont réversibles lors de la guérison. Donc chaque représentation de l'organe reprendra sa place après. Mais tant que lorsque la représentation de la main, par exemple, a disparu, le patient ne sent pas sa main. Donc si le patient ne sent pas sa main, il ne peut pas la bouger. Il n'a plus de main. Elle est là, vous la voyez, mais lui ne la sent pas. Comment faire bouger une main qu'on ne sent pas? Pas possible. Donc vous voyez que déjà, ça vous donne des idées du travail qu'on va pouvoir faire ensuite. Oui. Et donc, voilà les objectifs qu'on a lorsqu'on s'occupe du mouvement. Travailler pour réintroduire dans le schéma corporel la zone exclue. Souvent, il m'arrivait de dire aux patients qui, par exemple, vous prenez quelqu'un qui a mal au coude et qui a un blocage dans les mouvements du coude, etc., et qui ne parle que de ça. Et je dis, mais finalement, puisque c'est vraiment ça, d'après vous, le seul problème, pourquoi vous ne m'avez pas envoyé votre coude par la poste? Je me serais occupé de votre coude, puisque vous l'avez exclu de vous-même. Donc, je n'ai pas besoin de vous rencontrer, j'aurais rencontré simplement votre coude.
Donc vous voyez, ce sont des messages qui laissent des traces chez les patients. Et donc voilà un objectif pour le patient, c'est de réincorporer dans son schéma corporel l'ensemble, et donc c'est une modification de la proprioception. Travailler pour retrouver un mode de fonctionnement symétrique du corps. Ça aussi, c'est important, surtout quand on travaille sur les membres. Et c'est important, parfois, vous allez voir, on va travailler sur la partie saine et non pas sur la partie malade. Et on va utiliser la partie saine pour travailler sur la maladie, la zone malade, de façon indirecte. Voyez. Donc c'est aussi important. Parce que lorsque, par exemple, vous rééduquez un coude sur un plateau technique, bon, voilà, on va rééduquer le coude. Très bien. Mais ça va s'arrêter là. Bon. Si, je vais poser mon micro, je fais ça. La répartition de la contrainte va se faire des deux côtés. Et bizarrement, la répartition de la douleur aussi. Et par conséquent, on va progresser comme ça. Mais il ne faut surtout pas que le côté sain aille plus vite que l'autre. D'accord ? Mais par contre, ils vont progresser les deux en même temps, et c'est très spectaculaire de voir ce genre de progression. Alors, donc j'ai dit tout à l'heure, il faut d'abord qu'on ressente la zone, il faut qu'on la réintroduise dans le schéma corporel, il faut travailler pour retrouver un mode de fonctionnement symétrique du corps. Et Jean-Philippe Ferron, qui est un Canadien rééducateur, nous dit « L'objectif global d'un travail somatique est d'ouvrir l'éventail des mouvements, des comportements possibles. Le passage obligé est celui du ressenti, contacter une limite, puis faire l'expérience d'une amplitude nouvelle. C'est la sensation qui rend possible l'effectuation d'un nouveau geste volontaire. » Et c'est ça aussi, il ne faut pas laisser le pouvoir à la peur de la douleur si je force un petit peu. Non, je vais forcer, je vais ressentir, je vais m'arrêter, vérifier ce ressenti. Est-ce que finalement il est si insupportable que ça ou pas? Donc on va questionner le patient à ce moment-là, bien sûr. Et à ce moment-là, le patient va sentir les progrès. Et un patient qui progresse, il n'a qu'une seule envie, c'est continuer évidemment sa progression. Alors, Sophie qui a écrit un article intéressant à propos de son expérience en rééducation il y a quelques années. Elle dit, et c'est bien parce qu'elle est d'accord avec moi, il faut prendre conscience de tout ce qui se déroule dans le corps, de l'ensemble des ajustements en train de s'opérer intérieurement, de sorte d'avoir le meilleur équilibre possible à chaque instant. Il faut aussi accompagner le patient dans des projets de vie, qu'ils soient personnels ou professionnels. Il faut permettre aux patients de se retrouver, d'être dans leur domaine de compétences et d'envie. Et ça c'est-à-dire, voilà, là on sort de l'aspect purement sensoriel-discriminatif de la douleur. Et c'est pour ça que François Rostand nous disait toujours, moi c'est mon formateur, donc il nous disait toujours, intéressez-vous à la personne qui est en face de vous. Qui est la personne qui est en face de vous? C'est pour ça qu'avec ma petite dame de 83 ans, je me suis intéressé à elle. Mais si vous dites, posez la question aux gens, parlez-moi de vous. Alors les gens vous disent quoi? Je m'appelle machin, j'ai tel âge, je fais tel métier et tout ça. Alors je dis oui, mais ça c'est écrit, même l'ordinateur le sait. Dites-moi d'autres choses sur vous. Parlez-moi. Souvent on a un blanc. Et puis on va vous poser des questions. Alors, la première question que je vous pose, mais ça c'est parce qu'elle déconcerte encore les gens, donc je la pose encore, c'est par exemple, quand vous mangez une pizza, vous mettez de l'huile piquante ou pas? C'est surprenant. Mais si vous me donnez une réponse, que ce soit oui ou non, pour moi ça va être très important de savoir. Et à ce moment-là, les gens vont commencer à se libérer un petit peu de la parole, ils vont commencer à parler d'eux. C'est comme ça que c'est là que j'ai pu savoir qu'elle faisait de la peinture. C'est comme ça que, vous voyez, c'est ça le problème. Et alors ça prend du temps au départ, mais c'est ça la création du lien dont parlait Sophie, et qui est vraiment, à mon avis, fondamentale. Lorsqu'on a créé ce lien, l'étape suivante, de mon point de vue, c'est de s'intéresser à l'historique de la prise en charge du patient. Qu'est-ce que le patient a déjà fait? Qu'est-ce qu'il a déjà eu comme traitement? Qu'est-ce qu'il a déjà fait comme rééducation, etc. etc. Ça, c'est fondamental. On ne peut pas refaire comme les autres, puisque en fait, ce qui a été fait n'a pas marché, si le patient ne serait pas là. Mais en plus, pour essayer de trouver quelles propositions on va pouvoir faire pour faire autrement. On va passer. Alors,
comment s'en sortent les hypnothérapeutes? C'est vrai, quoi. L'exemple d'Erickson, c'est vraiment un exemple extraordinaire. Erickson, pour ceux qui ne le savent pas, à l'âge de 16 ans, il a eu une poussée de polyomyélite qui l'a rendu quadriplégique. On l'a donné mort parce que, vous savez qu'à l'époque, la polio, ça posait beaucoup de problèmes respiratoires et il était au fin fond d'une campagne américaine et il avait dans une famille qui n'avait pas les moyens, etc. Donc il n'y avait pas de poumon d'acier, il n'y avait pas tout ça. Finalement, il s'en est sorti. Et il s'en est sorti, mais il était quand même quadriplégique. Et c'est en voyant sa dernière petite sœur qui commençait à apprendre à marcher, en se souvenant des mouvements de ce qu'il faisait quand il grimpait dans les arbres, etc., que de façon virtuelle, il s'est rééduqué. Et il a commencé à bouger, etc., etc. Et donc, Milton Erickson, c'est vraiment un exemple même de ce que l'hypnose peut apporter au mouvement. Et il a quand même marché une grande partie de sa vie, il a terminé sa vie en fauteuil roulant, mais bon, il a quand même bien circulé dans le monde, etc., etc. On aurait pu, et Sophie, peut-être elle parlera de son expérience tout à l'heure, puisqu'elle a elle-même une expérience de ça. On va passer. Alors, évidemment, dans un centre de rééducation, tout ce travail se fait en équipe, bien sûr, avec le rééducateur, avec le kiné, avec la psychologue, le psychologue, l'infirmière et le thérapeute. Qu'est-ce qu'on utilise comme technique? Enfin, il y a une technique qui est intéressante qui s'appelle le transfert de la douleur. C'est-à-dire qu'on va demander au patient, si on rééduque son pied, d'avoir mal ailleurs à chaque fois qu'on lui fait ce mouvement. Alors, au départ, quand on raconte comme ça paraît très, très étonnant, le transfert de la douleur. Le transfert de la douleur se fait, par exemple, beaucoup dans l'accouchement. Alors, c'est très drôle parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a un article d'une université canadienne qui a ressorti cette façon d'utiliser l'anesthésie, le transfert de la douleur chez la femme enceinte pendant l'accouchement, qui était décrite, paraît-il, depuis le Moyen-Âge. C'est qu'on donne un peigne avec des grosses dents à la parturiente et on lui dit chaque fois que vous avez une contraction, vous serrez la main. Donc vous créez une autre douleur en fait. Et cette douleur, on va la distraire de la douleur de la contraction utérine. Cela dit, il y a une vraie douleur quand même. Donc moi je propose plutôt de transférer la douleur de façon virtuelle, et c'est Erickson qui faisait ça, c'est-à-dire de dire à la personne, voilà, au lieu d'avoir mal au ventre, est-ce que vous pouvez avoir mal au pied? Donc chaque fois que vous avez une contraction, vous avez mal au pied. Alors évidemment c'est surprenant, évidemment ça ne marche pas toujours, mais il faut être là à côté et dire à la personne, bah ouais, si ton tête vous dit, bah non, ça va pas marcher, bah, bien sûr, tu as bien vu que votre pied n'avait pas mal. Comment c'est un pied qui a mal? Un pied qui a mal, ça stoppe, c'est crispé, c'est comme ça. Alors, prochaine contraction, allez-y, franco dans le pied. Et vous pouvez, vous raconter des cas cliniques comme ça, avoir un accouchement comme ça qui se passe grâce à ce transfert de la douleur au niveau du pied. Et en plus, c'est un apprentissage. Parce que je me souviens d'une dame qui avait, on n'avait pas eu le temps de poser sa péri parce qu'elle venait de la région parisienne, elle n'avait pas son dossier, on n'avait même pas sa carte de groupe sanguin, et l'accouchement se met en route, donc elle voulait une péridurale, mais sans bilan, sans rien, il fallait attendre les résultats. En attendant, je lui propose de faire ça. Et puis finalement, elle accouche avant de donner les résultats. Le lendemain, quand je vais débriefer avec elle, elle me dit bah, écoutez, après l'accouchement, il y a des rétractions, des contractions de rétraction utérine. Et ben finalement, je fais pareil, j'ai mal au pied, puis ça me soulage, et puis c'est bien. Alors je lui dis, ouais, mais attention, quand vous allez aller à Paris, vous allez dire, ouais, je vais accoucher chez les Ploucs du Pas-de-Calais, et puis maintenant, j'ai mal au pied droit. Et alors, elle me dit, bon, ben c'est rien, la prochaine fois, j'aurai mal au pied gauche. Donc, vous voyez, c'est cet apprentissage, comme Cécile disait, la dame transcrit dans sa vie l'auto-hypnose et l'apprentissage qu'elle fait, que les patients font avec nous, en fait. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Donc, transfert de la douleur, ça c'est important. Modification des sensations, substitution des sensations, le gant magique, puis évidemment tout le travail métaphorique, on aura des exemples à la fin. On va passer. Bon, les métaphores, bien sûr, elles ont un rapport avec la localisation du problème et avec la gêne fonctionnelle du patient. Alors, celle que j'utilise le plus, c'est le cirque, la barre, le vélo. Alors, le sable, le talc, c'est pour récupérer la sensation lorsque le patient ne le sent pas. En particulier dans les agonodystrophies, vraiment, vous pouvez pincer la main, ils ne sentent rien parce qu'il n'y a pas de main pour eux. La piscine, le bain avec les dauphins, etc. On va passer, on verra des exemples bien après.
Alors, lorsqu'on est en consultation, c'est consultation en hypnose, les objectifs sont les mêmes, récupération de la sensation, réintégration de la zone douloureuse dans le schéma corporel, travail en symétrie. Les techniques sont à peu près les mêmes, mais évidemment, dans ce contexte-là, le travail est uniquement virtuel, est uniquement un travail qu'on fait en transe hypnotique. Alors, on va passer encore. Alors, voilà quelques exemples. Au centre de rééducation, la réification, on en a déjà parlé ce matin, la réification, c'est une technique qu'on utilise beaucoup en hypnose, qui est la transformation du problème en une chose, et ensuite on va modifier la chose. C'est-à-dire on ne va pas travailler directement sur le problème, mais on va travailler sur la chose qui représente le problème et qu'on va modifier. Alors, la réification lors de la modification, c'est intéressant. C'est-à-dire que le kiné peut le faire lui-même si c'est lui qui fait la séance d'hypnose et qui fait le mouvement. Moi, je le faisais parce que j'accompagnais les kinés, mais on peut le faire de la même façon. C'est-à-dire, le kiné commence la mobilisation. Et puis, le patient ressent une gêne. Donc, on lui a dit, dès qu'il y a une gêne, vous nous arrêtez. Il ressent une gêne, très bien. À quoi vous fait penser cette gêne? Alors, c'est comme si j'avais une corde tendue, par exemple. Je vous donne un exemple, parce que l'exemple de la corde, c'est très fréquent. Très bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire de cette corde pour la rendre moins gênante, pour qu'on puisse continuer la modification? Alors, je peux les tirer, je peux la mincir, je peux... Voilà, vous voyez, on a une réponse du patient. Très bien. C'est fait, oui. On continue la modification, la mobilisation. Et puis, là, de nouveau, une gêne apparaît. Ah, alors, cette fois, c'est quoi? Alors, ça peut être encore la corde, mais ça peut être aussi tout à fait autre chose. Et on va, au fur et à mesure, c'est pour ça qu'on fait du sur-mesure, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on travaille le mouvement, on va s'intéresser à la gêne. Cette gêne change, et ben, on change les possibilités, mais vous remarquerez que c'est toujours le patient qui fait le travail. C'est toujours le patient qui fait le travail de transformation de la gêne, jusqu'à éventuellement la gêne suivante. Le lieu de sécurité, ben ici, elle a bien utilisé avec sa plage, hein, c'est ça. C'est un lieu de sécurité. Alors, c'est pas forcément un lieu agréable. C'est un lieu de sécurité. Parce que parfois, il y a des lieux de sécurité qui ne sont pas forcément agréables. Mais bon, en gros, ça reste quand même quelque chose d'important. Et installer le patient dans ce lieu de sécurité, et ça, les kinés nous le disent quand on est sur le plateau, c'est ce qu'il y a de plus relaxant pour le patient. Et on sent que les muscles sont relâchés, on sent qu'il y a une disponibilité du patient qui est différente. Et par conséquent, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et ce bon moyen d'augmenter le relâchement musculaire est vraiment très important. Interruption du nerf. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, qui fait appel à l'imaginaire du patient. Hein. Voilà. Le patient, on connaît son histoire clinique, quand il arrive sur le plateau de rééducation, on sait qu'on doit rééduquer telle partie du corps, en particulier au niveau des membres. Donc, avant de commencer la séance, on va demander au patient, il va fermer les yeux et tout ça, et puis on lui dit, voilà, recherchez et identifiez les nerfs qui sont concernés par votre gêne douloureuse. Alors, sans que ce soit forcément anatomique, évidemment, tous les patients ne connaissent pas l'anatomie, mais ils ont une idée. Voilà, on leur fait confiance. Et lorsque ils ont imaginé les nerfs qui correspondent à la partie du corps qu'on va rééduquer, est-ce que vous pouvez entrer dans le détail et rechercher les nerfs qui sont ceux qui vous font mal? Tous les nerfs nous font pas mal. Donc, quels sont ceux-là? Et ceux-là, est-ce que maintenant que vous les avez trouvés, vous pouvez chercher l'interrupteur qui va couper le courant sur ces nerfs-là? Et donc, le patient attend, vous avez trouvé, oui, très bien. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va commencer à faire notre mobilisation du patient. Si la douleur réapparaît, il y a un autre interrupteur qu'il faut aller chercher sur un autre nerf qui n'a pas été coupé, etc., etc. Vous voyez, c'est ce travail qui se fait en collaboration entre le patient et le thérapeute. Évidemment, c'est plus facile s'il y a quelqu'un qui vient à l'hypnose simplement et puis le qui travaille, mais bon, parfois il faut faire les deux. Et puis il y a aussi une autre situation qui est intéressante, c'est la transformation du mouvement de rééducation en un mouvement concret, qui correspond à une situation concrète. Parce que, en fait, il y a une chose qui est intéressante.
et à laquelle on n'attache pas assez d'importance. C'est que vous pouvez par exemple rééduquer, imaginez que le patient ait une rupture du tendon du biceps, il a été opéré et il faut rééduquer, après une mobilisation, c'est pas toujours facile, de rééduquer ce mouvement-là de flexion. Voilà. Alors, au début c'est difficile, et puis progressivement le patient va y arriver, sauf que dans la vie pratique, le patient ne peut pas boire une tasse de café sans renverser. C'est l'oubli du mouvement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et donc, là, il va falloir faire quelque chose d'autre. C'est-à-dire, en fait, on va passer du kiné à l'ergothérapie. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent. On se focalise sur le kiné, et on oublie que l'ergothérapie est vraiment quelque chose d'important. Alors, ici, je vous raconte l'histoire clinique d'une dame qui a été opérée d'une capsulite rétractile de l'épaule, rééducation difficile, après une longue immobilisation chez une dame. Une histoire de vie épouvantable, puisque en l'espace de 4 ans, elle a perdu 3 de ses frères. Et donc depuis ce temps-là, elle ne bouge plus chez elle. Et quand elle veut aller au cimetière pour voir la tombe de ses frères, c'est son mari qui prend des photos avec les nouvelles fleurs, etc. Bon, vous voyez une histoire de vie qui est quand même assez compliquée. Et lorsqu'on va faire la rééducation de cette dame, alors elle va marier sa fille unique dans quelques mois. Et elle veut pouvoir conduire sa voiture de nouveau. Donc lorsqu'on va travailler avec le kiné sur le mouvement de son épaule, par chance c'était l'épaule droite, eh bien on va être dans la voiture et on va passer les vitesses. Et donc c'est à moi de trouver, en fonction du mouvement que le kiné est en train d'initier, à quoi ça peut correspondre quand on conduit. Alors ça peut être je mets le clignotant, ça peut être je change de vitesse, je regarde dans le rétroviseur, je fais ceci, cela. Et donc la séance d'hypnose, c'est à la fois une séance de rééducation, mais c'est aussi une séance d'auto-école, en fait. Vous voyez ? Et on va travailler donc de façon concrète pour réactualiser ces mouvements que cette dame savait faire, puisqu'elle conduisait depuis longtemps. On va passer. Alors en consultation, ben, c'est pareil, on va travailler sur la sensibilité, c'est pour ça que je vais vous parler du talc, du sable. Hein, voilà, on va y faire imaginer que les gens ont les pieds ou la main dans un bac de talc, de sable, des pétales de fleurs. Et puis parfois, on va travailler sur le membre opposé. Vous voyez, quand vous avez une dystrophie du poignet droit, de toute façon, le patient ne sent rien, donc on va travailler on va faire le travail sur le côté gauche, et de temps en temps, on va demander au patient si ce qu'on fait sur le côté gauche, vous pouvez le ressentir sur le côté droit. Et on va passer d'un côté à l'autre, comme ça, de plus en plus vite, jusqu'à ce que quelque chose apparaisse. Alors ça n'apparaît pas toujours au premier test, bien sûr, mais parfois ça apparaît. Et des fois ça apparaît de façon, je me souviens de cette dame qui me dit « Ah ça y est, il y a une main au bout de mon bras. » Ah génial. Ah oui, mais elle est à qui cette main? C'est pas encore la sienne. Vous voyez? Donc il faut continuer de travailler jusqu'à ce qu'elle puisse dire « Ça y est, ah ça y est, non, non, c'est la mienne, attends, je suis sûr. » Donc on va pouvoir mobiliser cette main parce qu'elle est perçue comme faisant partie d'elle. Et ça, c'est vraiment... alors, c'est un travail de patience. C'est pas toujours simple, mais bon, pourquoi pas. Et puis, en consultation, on va travailler évidemment sur le souvenir du mouvement. Le souvenir du mouvement. C'est-à-dire, quelqu'un qui a été opéré de l'épaule, l'épaule, c'est quand même quelque chose de difficile à rééduquer. Est-ce que vous vous souvenez... ah oui, vous allez en vacances à la plage, avec mon père. Alors, vous vous souvenez, avec vos copains et copines, elle est partie de volleyball. Alors, on va décrire le mouvement, elle est partie de volleyball, on lancer le bras, et puis il fallait que ce soit bien symétrique, parce que sinon la balle, elle va d'un côté, elle va de l'autre, etc., etc. Vous voyez? Alors, il faut décrire le mouvement de telle sorte que la personne le vit vraiment dans son corps. Voilà. Et lorsque on a fait ce travail de souvenir du mouvement, après, on va donner la main, si je puis dire, au kiné, au rééducateur, et en fait, on lui a préparé le travail. Parce que la réactivation cérébrale sur les aires motrices du mouvement s'est réactualisée. Voilà. Et donc, ça va être plus facile. Donc, c'est vraiment intéressant d'utiliser ce souvenir du mouvement, qui était un mouvement de plaisir. Évidemment, on va choisir toujours des mouvements qui font plaisir aux patients. Donc voilà, ça c'est... Je crois que le temps est presque. Oui, alors après, bien entendu, il faut en même temps, puisqu'on est dans la douleur chronique, il faut travailler sur l'acceptation de la douleur chronique, bien sûr.
Il faut travailler, donc si on travaille sur l'imagerie motrice, c'est justement pour cibler la neuroplasticité, et pour ça il faut aussi un entraînement sensoriel. Et il faut améliorer la conscience corporelle, c'est bien la conscience corporelle, c'est la proprioception. Alors, avant de voir quelques techniques, si on a le temps d'espèce. Donc, en rééducation fonctionnelle, il y a des tas de possibilités d'utiliser l'hypnose, mais il faut faire du sur-mesure, et il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient formés à ça. Alors, quelques exemples vraiment rapides. Je vous ai parlé du colonel tout à l'heure, et le colonel, il était embêté dans sa vie. Il me dit, mais qu'est-ce que vos douleurs et qu'est-ce que ça vous empêche de faire, vous aimeriez faire? Il me dit, ça m'empêche la natation. Je dis, bon. Il me dit, en fait, non, c'est le chirurgien qui m'a dit que je ne devais pas nager. Si je nageais, ça allait augmenter mes douleurs dans le dos. Ah, je dis, ouais, c'est vrai, vous êtes militaire, vous obéissez. Mais vous oubliez que le chirurgien, c'est votre bourreau. Alors vous obéissez au bourreau. Je dis, moi, pour moi, vous pouvez aller nager. Et puis, vous voyez, si ça fait mal, bah, vous allez arrêter. Et si ça fait pas mal, bah, vous allez retrouver le plaisir de nager. Et ça va vous faire du bien. Vous voyez? Et c'est ça. C'est cette construction qu'on fait tous les deux, mais à condition de savoir qui est la personne en face de nous, qu'est-ce qu'elle aime bien faire, qu'est-ce qui pourrait l'aider à gérer ça. Un monsieur qui, tout à l'heure on parlait dans un portrait, des patients qu'on voit arriver quand ils vont dans la salle d'attente, c'est important d'observer le patient, comment il se lève, comment il marche. Un monsieur bien habillé, etc., qui était... Comme les rendez-vous durent longtemps, dans la salle d'attente, il n'y a qu'un seul patient, finalement. Il se lève, en observant la façon dont il se lève, je me dis, bon, il a pas mal au dos, il a pas mal aux hanches, il arrive, il marche bien, et puis il me tend la main, et là, quand il me tend la main, il me tend un bout de main comme ça. Et là, je me dis, tiens, le problème est dans la main. Effectivement, c'était un monsieur qui avait été amputé du majeur, et qui percevait toujours son majeur comme ça. Et par conséquent, forcément, il ne pouvait rien faire de sa main. Et ça faisait 7 ans que ça durait. Et pourquoi c'est ça, d'après vous? Si quelqu'un a la réponse. En fait, ça, c'est la position du doigt au moment de l'amputation. C'est-à-dire, c'est la position, la dernière position du doigt que le cerveau a enregistrée. Parce qu'on a coupé son doigt, et si on met son doigt là, on ne peut pas amputer dans cette position-là, il faut bien le mettre là pour passer la scie. Vous voyez? Et donc le doigt est toujours là. Et simplement avec un miroir, en travaillant, on a caché la main, on a mis un miroir à la place de la main, il a fait fonctionner l'autre main et il a remis son doigt droit. Et à partir de là, la douleur disparaît. Alors c'est aussi simple que ce que je vous dis, hein, mais bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, je vous rassure. Et voilà. Et le patient, eh ben, il est reparti, il s'est acheté un petit miroir. Comme il était plus gêné, ben, il a repris la conduite, il a fait plein de trucs. Je l'ai revu quand même 2 ou 3 mois après. Et il m'a raconté, voilà, il a son miroir. Il dit, quand je sens que le doigt se remet mal, eh ben, hop, je m'arrête comme si je suis en conduite. Je sors mon petit miroir, je le remets à sa place et je reprends ma vie. Donc vous voyez, des choses comme ça. Alors vous pouvez faire ça avec les amputations de jambes et tout ça. Une dame qui a eu 2 petits traumatismes du genou, sans fracture, et qui a des difficultés à marcher. Quand elle arrive, elle a des béquilles, une attelle, et c'est tout juste si elle marche. Donc elle m'explique qu'à la suite de ces 2 traumatismes, elle a développé une phobie de la marche, et qu'il y a quelques mois, alors cette dame, son mari est médecin généraliste, et il l'a envoyée chez un psychiatre qui lui a dit d'emblée, enfin c'est ce que la madame lui a dit, le psychiatre m'a dit d'emblée, ah vous avez une phobie de la marche, il y en a pour des années. Waouh. Prophétie autoréalisatrice, c'est pas mal. Et donc, bon, bah, écoutez, on verra bien. Et je dis d'abord, vous allez montrer ce que vous savez faire. Et puis, on a repris le B à bas de la marche. D'abord avec les béquilles et la telle, ensuite sans les béquilles, ensuite sans la telle. Et puis, comme j'ai un grand plumeau, on peut marcher pas mal. Et elle a marché, et puis, comme je dis, moi, je ne sais pas où est la phobie de la marche. Alors, peut-être que c'est le traitement que vous avez indiqué qui est vraiment efficace. Mais en tout cas, pour moi, vous voyez, vous êtes d'accord que vous marchez. Et j'ai dit, bon, bah écoutez, à la fin du rendez-vous, j'ai dit, on
on va faire une surprise à votre mari, vous allez prendre vos béquilles, votre attelle dans les bras, vous allez lui offrir comme un cadeau de mariage. Et puis donc elle est sortie du bureau, elle a offert ça à son mari, et puis il n'y avait pas très bien, en fait, elle marche. Alors je la revois dans la rue parce qu'elle est voisine de ma coiffeuse, et en même temps je la croise des années après, elle marche. Voilà. Et le dernier cas clinique, parce que celui-là il est intéressant, vous allez voir pourquoi, c'est une jeune femme, quand je la vois, elle a 28 ans, à l'âge de 14 ans, elle est tombée de l'autobus, enfin dans le passage scolaire, elle est tombée de l'autobus. Enfin, elle a raté les marches en descendant. Et elle s'est fait une entorse grave de la cheville qui a été très mal prise en compte à l'époque. Et elle a développé vraiment une dystrophie terrible. Donc moi je la vois 14 ans après, elle a un pied qui est c'est pas un pied, c'est un étrier. Vous savez, les étriers dans les corridors pour protéger les chevaux. C'est vraiment un pied comme ça. Donc il n'y a pas d'orteil qui sort, tellement c'est gonflé. Donc elle peut pas, si elle met un pantalon, sa mère couturière lui découpe. Ça c'est horrible. Voilà. Moi franchement, je n'avais jamais vu ça. Et donc pourquoi elle vient? Donc elle est prise en charge, elle a une stimulation interne médulaire, elle a une électrode, elle a son boîtier qu'elle met à fond tout le temps. Donc en fait elle ne sait pas si elle a mal ou pas puisqu'elle met tout à fond. Elle prend des opioïdes, elle prend des antidépresseurs, elle prend des antiépileptiques, et malgré tout, elle travaille. Elle est secrétaire à maison, secrétaire médicale dans une clinique, etc., etc. Finalement, elle s'est bien adaptée, elle s'est mariée et tout ça, et puis je lui dis, mais qu'est-ce qui vous amène finalement aussi tard? Et elle me dit, c'est parce que je voudrais être enceinte, et qu'avec mes opioïdes, mes médicaments, je ne peux pas. Et donc, son médecin traitant l'avait adressé pour ça, pour un sevrage de médicaments. Et donc, oui, pourquoi pas. Mais je lui dis, mais quand même, il y a un truc, c'est que si on va arriver à ce sevrage de médicaments, mais le problème, c'est que vous allez toujours être ennuyé quand vous aurez votre bébé, parce que vous aurez toujours vos béquilles, parce qu'elle marchait qu'avec des béquilles. Bien sûr, elle ne posait pas son pied par terre. 14 ans de béquillage, c'est quand même fou, quoi. On ne peut pas imaginer des choses pareilles. Et donc, je lui dis, est-ce que vous ne pensez pas qu'il vaudrait mieux qu'on s'occupe d'abord du pied, et qu'ensuite, une fois que le pied sera plus fonctionnel, on puisse s'occuper du sevrage. Finalement, elle n'avait pas eu cette idée, mais elle est d'accord. Donc, on va s'occuper du pied. Les 2 premières séances, on va s'occuper essentiellement de la sensibilité, parce qu'elle ne sent rien. Donc, on va utiliser le sable, le talc et toutes ces métaphores-là, jusqu'à ce qu'elle commence à sentir quelque chose. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à sa kiné de venir aux consultations avec elle. Et puis, avec la kiné, on va créer une rééducation spécifique à cette jeune femme. Voilà. Et la kiné est très partante pour ça, ça va sortir de sa routine. Et on va se voir tous les mois, tous les 3, et on va voir les progrès, on va voir, alors parfois c'est la patiente qui fait une proposition, parfois c'est la kiné, parfois c'est moi, enfin voilà. Et on va travailler comme ça. Et progressivement, ce pied va devenir un pied. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'il y a des orteils. On va se rendre compte que la couleur change, on va se rendre compte de plein de choses. Alors on faisait des séances d'hypnose formelle dans le bureau, et on mettait au point le programme de rééducation pour le mois suivant. Et on va travailler comme ça pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, la personne va commencer à poser son pied par terre. 2 ans. C'est du lourd. Hein. Et quand elle pose son pied par terre, évidemment, elle peut commencer à marcher qu'avec une seule béquille. Donc ça, c'est important. Au bout de 3 ans, comme sa kiné était aussi monitrice d'équitation, au bout de 3 ans, elles arrivent toutes les 2 à une consultation et elle me dit « Ah, on a des photos à vous montrer ». Et on voit la patiente sur un cheval. Et là, je veux dire que c'était particulièrement émouvant. Et on a continué comme ça, et puis elle n'a pas pu se passer de 2 béquilles, mais d'une seule. Et à ce moment-là, comme ça allait pas si mal, on a commencé la diminution des médicaments pour justement arriver à l'objectif de la grossesse. Et finalement, c'est la kiné qui a été enceinte en premier. Donc, c'était assez rigolo. Donc, ça l'a encouragée à accélérer le sevrage des médicaments. Et elle est tombée enceinte à son tour. Alors, avec un problème qui n'a jamais été résolu. Parce qu'elle avait une électrode médulaire et on ne savait pas si on pouvait ou pas lui faire une péridurale. Donc, elle n'a pas eu de péridurale dans le doute, parce qu'il n'y avait pas eu de cas décrit
de femmes enceintes qui avaient une électrode et qui voulaient des périplorales. Donc on n'a pas eu de périplorale. Mais enfin voilà. Mais vous voyez, c'est encore une fois des histoires longues, des histoires de patients qu'il ne faut pas abandonner parce que sinon ils sont livrés à eux-mêmes. Et puis, alors elle, c'était quand même pas mal adapté à sa vie, mais sinon on n'aurait pas pu voir. Voilà, écoutez, je vous remercie. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Henri, parce que c'était là encore passionnant avec plein de cas cliniques qui rendent très vivant cette présentation. Peut-être avant que les personnes qui préparent leurs questions, une petite remarque, peut-être que tu peux nous expliquer en fait, parce que tu utilises plusieurs types de techniques. Et dans les techniques que tu utilises des techniques dissociatives, tu utilises des techniques réassociatives. Est-ce que tu peux peut-être préciser d'abord qu'est-ce que c'est pour tout le monde, techniques dissociatives et réassociatives, et puis peut-être nous dire dans quelles circonstances tu utilises telle ou telle technique donc dans le mouvement en rééducation. Alors, la technique réassociative, je l'utilise quand le patient a déjà fait la dissociation d'une partie de son corps. La première étape, c'est toujours de travailler sur un corps global. Et donc, s'il y a une partie qui est exclue, on n'arrivera pas à prendre rester. Donc, les techniques réassociatives, c'est dans ces cas-là que je les utilise. Donc, par exemple, sur le coude, pour donner un exemple à tout le monde, parce que sinon ça fait une discussion entre nous deux. Donc, par exemple, cette personne, tu dis, vous auriez pu m'envoyer votre coude par la poste. Donc, c'est une personne qui a exclu cette partie de son corps qui est douloureuse. Et en même temps, elle ne parle que de ça. Et en même temps, elle ne parle que de ça. Donc là, parce qu'elle focalise son attention, donc elle est en auto-hypnose négative, une focalisation de l'attention sur cette partie-là, qui est dysfonctionnelle. Et donc, tu vas lui proposer une hypnose réassociative. Par exemple ? Par le mouvement, tout simplement. Par le mouvement, c'est-à-dire lui décrire, par exemple, le volleyball, par exemple, le mouvement du tennis, des choses comme ça. Et je vais décrire le mouvement et lui demander de le ressentir, d'abord de ressentir, de re-ressentir les mouvements qu'elle a pu avoir autrefois, et en plus de voir si aujourd'hui, en faisant ce mouvement de façon virtuelle, elle ressent les mêmes sensations. Et souvent, on se rend compte que lorsqu'on travaille virtuellement sur le mouvement, si par exemple, je vous donne un autre exemple, un monsieur qui avait des séquelles d'hémiplégie qui étaient très graves, avec des troubles moteurs du bras, de la jambe, etc. Et lorsque, par exemple, on me disait qu'il aimait bien aller chasser dans les champs de betteraves. Donc il faut bien lever le pied, etc. Et alors, en transe hypnotique, je lui ai demandé de chasser, et ce patient qui était semi-allongé sur le fauteuil, en fait, il bougeait ses bras et ses pieds. Il était vraiment en train de chasser. Une autre séance, le même patient me dit qu'il va aller à Amsterdam avec des amis et sa femme, parce qu'il reprend goût, après quelques séances, il reprend goût à l'idée de sortir, de bouger, parce qu'il n'osait pas sortir, parce que sa démarche n'était pas très belle, et puis en plus il avait une canne, donc lui, ça ne lui plaisait pas d'avoir une canne, etc. Et donc, finalement, il accepte d'aller à Amsterdam avec ses autres. Je dis, Amsterdam, vous avez pédalé à Amsterdam, vous allez faire du vélo, etc. Il dit, oui, moi je l'aime bien, etc. Bon, ouais, on fait une transe hypnotique. Et hop, il se met à pédaler. Mais je vous assure qu'il pédalait vraiment avec ses jambes. Et voilà. Donc, c'est ça donc, quand tu dis technique réassociative, c'est-à-dire qu'en fait, il y a le membre, le coude, la jambe, etc., qui est réintroduite dans tout le corps, dans tout le mouvement du corps. Donc là, la dame fait des passes au volet, c'est ses deux bras, c'est ses jambes, c'est ça, c'est la tête, c'est le regard, c'est tout. Voilà. Donc c'est à moi de décrire le mouvement en faisant attention d'introduire évidemment la zone en question, et toujours en rappelant le plaisir qu'elle avait chaque fois qu'elle marquait un but, etc., ou qu'elle faisait un cheminage. Donc, quand la personne spontanément arrive avec une partie dissociée, tu utilises des techniques de réassociation. Et les techniques dissociatives ? Alors les techniques dissociatives, je les utilise quand, au contraire, ça fait mal.
Quand la mobilisation est douloureuse, on va là utiliser des techniques dissociatives pour aider la patiente, le patient à avoir sa rééducation. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un objectif de rééducation. Et cet objectif de rééducation, c'est un objectif de diminution de la douleur après. Mais c'est d'abord l'objectif de la rééducation. Donc techniques dissociatives qui sont les mêmes que celles qu'on utilise dans les soins, quand il y a des soins douloureux, c'est-à-dire accompagnement dans un souvenir agréable, voilà, dans un safe place, un lieu de sécurité, comme Cécile nous a montré ce matin. Par exemple, ma patiente avec la dystrophie du pied, à partir du moment où elle a commencé à faire de l'équitation, eh bien, les souvenirs agréables, c'était évidemment le plaisir de retrouver le plaisir de la première séance d'équitation, etc. Ok, donc on me dit qu'on peut prendre 5 minutes pour vos questions. Quelles sont vos questions? Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus le gant magique? Alors, le gant magique, oui, bien sûr. Le gant magique, c'est magique. Et donc, c'est une technique qu'on apprend aussi, entre autres, pour rendre le patient autonome. En fait, donc on lui apprend à enfiler un gant, alors une série de gants sur une main. Et donc, on va lui apprendre, évidemment, on va utiliser une catalepsie de la main, ce qui va approfondir notre petite sandipose. Une fois que ce gant, alors on va pincer le patient avant de mettre le gant, bien sûr, on va lui faire mal, et puis on va lui mettre ce gant, cette série de gants magiques. On va repincer, ça plus mal, et donc l'analgésie qu'on a créée dans sa main, on va la transférer ailleurs. Enfin, le patient va la transférer ailleurs. Par exemple, on doit mettre une perfusion, chez les enfants c'est très utile, on va lui mettre une perfusion là, on a mis le gant magique là, on va lui demander d'appliquer à l'endroit où on va mettre la perfusion, là où on mettrait de l'EMLA, on va lui demander d'appliquer là, c'est son gant magique, on attend un petit peu, on enlève le gant, on va pincer, il sent pas, on peut mettre la perfusion. Alors on peut avoir le stylo magique, on peut avoir la couverture magique, tout est magique. Ça vous va? Vous avez une vidéo de Léora Kuttner. Oui. Léora Kuttner, c'était une psychologue, elle est toujours, je pense, psychologue, mais je ne sais plus si elle exerce encore. Elle est canadienne, elle travaille à Vancouver, dans un hôpital d'oncopédiatrie. Et donc, on la voit sur une vidéo sur YouTube, ça s'appelle The Magic Glove. Léora, son prénom, Kuttner, K-U-T-N-R. Léora Kuttner. C'est en anglais, mais peu importe qu'on parle anglais ou pas, c'est basique, c'est avec une enfant et on comprend très très bien. Et puis sinon, vous demandez à Claire, elle saura vous montrer le gant. Bonjour, je vous remercie. Moi, je suis psychomotricienne en MDR, médecine physique et réadaptation, et j'ai été récemment formée à l'hypnoanalgésique et j'ai ajouté quelques petits éléments dans la pratique que j'avais qui étaient techniques, comme celle que vous venez de décrire, le gant magique, enfin tout ça. Mais je voulais juste ajouter un petit mot, me permettre juste d'ajouter un petit mot sur tout ce que vous avez décrit, sur voilà, le travail de proprioception, le travail sur la sensibilité superficielle, le travail de réintégration de mi-corps, du schéma corporel, de l'intégration de son corps en entier, de travailler sur le mi-corps sain, réintégrer le mi-corps, voilà. Et ça, je veux dire, vraiment, c'est le cœur de métier de tous les psychomotriciens. Je pense qu'il y en a d'autres dans la salle et ont dû s'y retrouver aussi beaucoup. En tout cas, mes voisines qui le sont, elles voulaient aussi témoigner en ça. Et du coup, c'est vrai que quand vous parlez du plateau technique, où apparaissaient des noms comme l'algologue, enfin, il y avait plusieurs intervenants sur le plateau technique, c'est vrai qu'on était un peu surprise et presque triste de voir qu'il n'y avait pas de psychomotricien qui travaillait avec vous, étant donné que même, alors bien sûr, l'hypnoanalgésie, parce que c'est la seule formation que j'ai en hypnose, mais l'hypnose va venir vraiment compléter, étayer nos techniques, mais tout ce travail-là aussi est déjà apporté aussi en psychomotricien. Je vous remercie. En fait, quand j'ai parlé des algologues, etc., je ne me suis pas exprimé, j'aurais dû parler du service de rééducation, dans lequel
En fait, les alcoologues, tout le monde est formé, au moins initié à la pratique de l'hypnose. Et après, il y a ce qui se passe sur le plateau technique que j'ai vécu directement. Et là, c'est le travail qui se fait à trois avec le kiné. Dans le service de rééducation dans lequel je travaillais à ce moment-là, en fait, tout le monde, alors tous les kinés, tous les rééducateurs, tous les alcoologues, tous les psychologues, ont été initiés à l'hypnose. Alors, de façon plus ou moins complète, mais tout le monde a eu cette initiation et cette information, justement parce que quand on travaille, c'est le cas en maternité par exemple, quand on travaille avec une patiente en maternité qui a eu une préparation d'accouchement à l'hypnose, ce qui est important, c'est qu'elle ne soit pas interrompue dans son auto-hypnose lorsqu'elle a une contraction. Et pour ça, il faut que les gens qui sont autour d'elle sachent exactement ce que c'est et acceptent de ne pas se mêler de ce qui se passe. Vous voyez? Et donc c'est ça que je voulais dire. Ok, ben, je pense que... On prend une dernière question. Bonjour, Christelle, formatrice. Je me posais la question sur le choix des formations. Vous avez évoqué à plusieurs reprises l'importance qu'on soit le plus nombreux possible à se former. Quand on cherche une formation, vers où on va, quelle qualité de formation? Est-ce qu'il faut être forcément hypnopraticien, hypnothérapeute? Il y a tellement de vocabulaire. Donc voilà, c'était pour avoir votre avis. Merci. Alors, ouais, je vais vous dire. Moi, après, je te pose la parole. Alors, en ce qui me concerne, je fais deux types de formations. J'interviens au début, je fais partie des créateurs du DU d'hypnose de la faculté de médecine de Lille. J'interviens à la Salpêtrière, où j'ai été formé moi-même il y a 3 ans. Et puis, à côté de ça, je fais des formations dans les établissements hospitaliers. Alors, par exemple, je vous donne un exemple. Je travaille à Calais, à Valenciennes, à Calais, par exemple. Donc, je fais des formations par groupe de 20 personnes, dans lesquelles il y a des médecins, des infirmières, des sages-femmes. Après, on a fait des formations spécifiques aux manipulateurs radio, aux brancardiers. Alors, on fait des initiations qui durent 5 jours. Je leur apprends des outils qu'ils peuvent utiliser dans leur pratique à eux. C'est pas la peine de décrire la réification de brancardier, c'est pas la peine, vous voyez. Donc, c'est ça. Et si vous prenez l'exemple de l'hôpital de Calais, il y a maintenant 100 personnes formées. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a une espèce de cohérence en fait dans la prise en charge des patients. Les gens savent, si vous êtes dans un bloc opératoire et si vous êtes seul à pratiquer, il va y avoir du bruit, il va y avoir plein de choses. Si les gens savent ce que vous faites, dès que moi dans les blocs dans lesquels je travaille encore aujourd'hui, dès que ma voix change, tout le monde se tait et bizarrement tout le monde est capable de ne pas faire de bruit, même en ouvrant des boîtes. Alors que si je ne change pas ma voix, il va y avoir un brouhaha, il va y avoir plein de choses comme ça. Vous voyez. Alors c'est ces initiations-là qui sont importantes. Et ça, il faut le faire partager au plus de personnes possible. Donc un tout petit mot sur les formations. Donc il y a des formations, en fait, il y a une confédération française d'hypnose et de thérapie brève, la CFHTB, Confédération francophone d'hypnose et de thérapie brève. J'étais la semaine dernière au Luxembourg. Le Luxembourg, j'ai animé des formations. Le Luxembourg fait partie de la Confédération francophone d'hypnose et de thérapie brève. Donc l'important, c'est que vous ayez des professionnels de santé qui forment à d'autres professionnels de santé. Donc ça, c'est très important parce que c'est vrai que je rencontre régulièrement des professionnels de santé qui voulaient se former à l'hypnose et qui sont formés un peu, entre guillemets, n'importe où. C'est-à-dire parce que comme le champ de la formation en hypnose, c'est effectivement un champ rentable sur le plan financier. Donc voilà. Les premiers instituts qui ont été créés en France, les premiers instituts Milton Erickson, sont sous forme associative. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de... moi, c'est là où j'ai été formée, l'Institut Milton Erickson de Paris, qui n'existe plus. Et on était après... et avant que je n'arrive, c'était pareil, on était tous bénévoles. On n'était pas payés pour faire nos formations. Donc, voilà. Maintenant, les choses ont changé. Il y a des instituts. Alors, il y a des instituts qui sont plus ou moins connus. Puis après, il y a des DU. Donc, il y a des diplômes universitaires dans lesquels j'ai pas mal enseigné dans
dans un certain nombre de diplômes universitaires. Et puis là, vendredi, samedi, donc j'enseigne à Lille dans le DU que Henri co-dirige. Et donc dans les DU en général, ce sont des formations plus courtes et où il y a plus de théorie, on va dire, et moins de pratique. C'est en général ça qu'on retient. En fait, tout dépend parce qu'il y a des choix stratégiques. Nous, par exemple, à Lille, on a fait le choix de ne pas prendre plus de 30 étudiants par année, ce qui fait qu'on a une pratique de l'hypnose qui est très, très développée, en fait. Mais c'est sûr que quand on a un amphi complet comme ça pour faire une formation d'hypnose, c'est compliqué de faire des exercices aux personnes. Donc nous, on a fait ce choix, donc évidemment, il y a une liste d'attente. C'est pas très agréable pour personne, mais les gens formés peuvent pratiquer tout de suite. On leur dit d'ailleurs dès le premier séminaire, dès lundi, vous y allez. Et souvent, c'est ce qui se passe. Merci, et je vais dire que je rejoins beaucoup ça, c'est-à-dire qu'on devient hypnothérapeute aussi en pratiquant l'hypnose très très vite quand on l'apprend.